Bonjour et bienvenue au musée de la Grande Guerre en ce dimanche 22 novembre. Je suis ravie de vous accueillir. Alors je suis Maude, médiatrice culturelle au musée et je vais vous présenter l'exposition Requiem pour les Barthélemy qui est notre exposition temporaire du moment. Alors, on va commencer donc par cette série de portraits que vous avez juste derrière moi parce que le nom de cette exposition est tiré tout simplement du titre de cette série de portraits peintes par Henri Landier. Henri Landier qui est un peintre graveur et qui est un des derniers artistes ayant son atelier à Montmartre encore, à Paris. Donc cette série, c'est un hommage que Henri Landier a peint à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. L'hommage, c'est quelque chose de très important pour Henri Landier. On le reverra tout au long de l'exposition, puisque en fait, je vais vous emmener avec moi tout au long de l'exposition, de notre parcours permanent. On a tout simplement lié les œuvres d'Henri Landier à nos collections. Donc je vais vous raconter l'histoire en fait d'abord de cette série de portraits que vous avez juste là. C'est en 2010 très exactement que cette histoire commence, puisqu'en fait Henri Landier, qui se balade en Provence-Alpes-Côte d'Azur, découvre la ville de Fuveau et il va découvrir dans cette ville également le monument aux morts, qui est un peu impressionnant puisqu'il est surmonté d'une Marianne qui lève les bras au ciel. Alors on ne la verra pas aujourd'hui, mais vous pourrez également, si vous revenez voir cette exposition au musée, voir cette Marianne, puisque Henri Landier l'a également peinte. Voilà. Donc lorsqu'il découvre cette Marianne, il découvre également la stèle, où est gravé 11 fois le nom Barthélemy dessus. Alors ça l'intrigue, il se pose des questions et il va donc chercher à comprendre. Il va chercher des informations auprès de la mairie qui lui confirment un fait glaçant et étonnant à la fois. Ce sont 11 Barthélemy de la même famille qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale. Alors, je vais vous citer quand même ces noms. Il y a notamment Julien, il y a Émile, Nicolas, Victorin, un autre Émile, Gaston, Félix, Martial, Désiré, Louis et Sylvain. Alors, c'est important, ils sont bien 11. C'est donc un réel hommage à cette famille qui a été complètement décimée lors de la Première Guerre mondiale. Alors, vous pourrez voir qu'on a vraiment les portraits de ces personnages-là et rien d'autre derrière. Ça se suffit à soi-même. Et puis, Henri Landier s'intéresse très fortement à l'humain, tout simplement. Il ne va pas travailler sur photo, en revanche, il va laisser la place à l'imaginaire, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup observer, qui va beaucoup se documenter pour pouvoir peindre les scènes qu'il veut nous montrer, et il compose avant même d'apposer les premières couches de peinture. Alors, il faut savoir également qu'on a une double identité pour chaque portrait, puisqu'il a imaginé d'abord le Barthélemy qui se cachait derrière le nom, mais il a également, il s'est inspiré en fait d'un de ses amis pour pouvoir les peindre, ce qui rend d'autant plus intéressant chaque portrait. Alors, justement, on a eu la chance d'aller voir Henri Landier dans son atelier et on a pu l'interviewer. Et là, je vais vous diffuser une partie de son témoignage où justement il nous raconte sa découverte de Fuveau et sa recherche autour de cette série de portraits. Voilà, donc je vais vous laisser avec lui et puis je vous retrouve juste après pour la suite de l'exposition. Je me balade du côté d'Aix-en-Provence et il y a un petit village qui s'appelle Fuveau, qui est au pied de Sainte-Victoire, pas loin. Donc c'est la montagne. Oui, et la montagne de Cézanne, la fameuse montagne de Cézanne. Et dans une petite place toute bête, là, il y a une statue avec les bras, une femme qui implore le ciel, contrairement à, en général, le monument aux morts, c'est un poilu, ou même une femme accablée. Bon, mais là, c'est une femme qui lève les bras au ciel, elle a la bouche, on sent, elle crie, quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors j'ai fait des dessins, il y aura naturellement une grande peinture de cette Marianne de Fuveau, qu'ils appellent la folle, d'ailleurs, dans le village. Et je regarde sur la stèle,
Quand je vais quelque part, moi j'inspecte partout, je vois tout aussi. Et je regarde sur la stèle, alors A, je crois qu'il y a 4 A. Bon, A, Richard Fisnet, tout ça. Bon, B, alors je commence. Gaston Barthélemy, Désiré Barthélemy, Sylvain Barthélemy, il y a un Octave, je crois, Barthélemy. 11 Barthélemy. Alors j'étais à la mairie, c'est bien la même famille, complètement décimée. Alors, je vous retrouve devant les 2 prochaines œuvres dont nous allons parler ensemble. Vous avez notamment ici le Quatuor de la Marne et ici la Coloniale. Alors, ces 2 œuvres, qui sont assez grandes, comme vous pouvez le voir derrière moi, représentent des frères d'armes au début de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est bien représenté. Vous voyez, on va d'abord s'intéresser à eux, 4. Vous avez un fond coloré, un fond jaune, qui est en contraste fort avec les uniformes de ces soldats. Même si on regarde un peu leur attitude, on a quelque chose qui nous montre leur insouciance. Ils sont détendus plutôt. Vous connaissez peut-être l'expression les soldats de la Première Guerre mondiale qui partent au combat la fleur au fusil. Alors, c'est une expression qui est parfois un peu controversée, mais de toute manière, elle montre bien que ces soldats ne s'attendent pas du tout à ce qu'ils vont trouver à la Première Guerre mondiale. Tout simplement, ils sont persuadés de partir pour quelques mois. Donc, ils partent en étant convaincus que ça ne durera pas longtemps. Ils récupèrent leur équipement de soldats. Et alors, il faut savoir qu'ils partent en été. Ils partent dès le mois d'août, en août 1914. D'ailleurs, l'été 1914, c'est un été caniculaire. Alors ça va jouer beaucoup, notamment ici on a ce fond jaune qui le rappelle. Ils vont partir sous un soleil de plomb. Mais je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer un uniforme de nos collections, puisque on a un fantassin de la Première Guerre mondiale dans nos collections. Alors comme il n'est pas tout à fait à côté, voilà, je vous le montre en photo. Vous avez ici le fantassin français avec son képi d'abord, de tissu ou de laine, la vareuse bleue de laine, et puis le pantalon rouge Garance, ainsi que pour terminer les godillots, qu'on appelle godillots du nom du fabricant de ces chaussures. Et ça, c'est un mot que les soldats d'ailleurs ont transformé en godasse. Mot que vous connaissez peut-être encore aujourd'hui. Voilà, donc maintenant que vous avez vu ce soldat et cet équipement, vous pouvez bien imaginer, voilà, il est identique, ce que vous avez, on retourne sur l'œuvre d'Henri Landier, il est identique à ce que vous voyez là, et surtout le tableau nous permet de bien comprendre à quel point ils ressortent sur le champ de bataille. De toute façon, il faut imaginer que c'est un équipement obsolète. À l'époque, les soldats n'ont pas besoin de se camoufler dans le décor, on n'a pas les mêmes règles de combat. D'ailleurs, c'est un équipement qui date bien de la guerre d'avant, par exemple, en 1870, où la France affronte la Prusse, qui est en quelque sorte l'ancêtre de l'Allemagne. Et il n'a pas vocation à camoufler ces soldats. On se bat d'abord beaucoup plus au corps à corps qu'en 1914. On a également des engins qui font beaucoup plus de fumée sur les champs de bataille. Ça n'a rien à voir. En fait, ils vont se retrouver très très loin de leurs ennemis, ces soldats. Et puis, comme vous l'avez vu, ils n'ont absolument aucune pièce de métal pour se protéger. Sauf que là, on leur tire dessus avec de l'artillerie lourde qui vont donc propulser des obus, qui vont exploser en mille morceaux, qui vont donc être très graves, qui vont faire des blessures extrêmement mortelles, et notamment à la tête. D'autant plus que, à cause de leur couleur, on peut leur tirer dessus plus facilement. Alors, on a ces mêmes difficultés du côté des soldats de la coloniale. Alors, pourquoi la coloniale ? Il faut savoir que la France est une très grande puissance coloniale en 1914. Ils ont des colonies sur plusieurs continents, notamment le continent africain, le continent asiatique également. Voilà. Et ici, vous avez 4 soldats des colonies. Alors, vous voyez qu'on est sur le même ton à l'arrière. On a ce soleil également qui est rappelé. Et surtout, ils vont être habillés de manière aussi assez voyante. Mais il faut savoir que dans l'armée française, on a des uniformes très différents les uns des autres. Alors, selon son grade, bien souvent, selon sa provenance. Et ici, on a un petit échantillon des soldats des colonies africaines. Alors, c'est une exception française, 1914. Imaginez qu'on va demander
à ces combattants de venir sur le sol français pour aider au combat face aux Allemands qui sont bien plus nombreux. Et ça, on le doit au colonel Mangin qui va convaincre l'état-major de l'expérience de ces combattants, de leur efficacité au combat. De toute façon, imaginez bien que comme la colonisation, en quelque sorte, n'est pas tellement terminée, il y a encore des combats sur le sol africain, ils ont l'expérience des combats, tout comme les capitaines et les généraux qui vont les diriger. Alors justement, je vais revenir vers vous, puisque de toute façon, je voulais vous montrer quelques uniformes de ces soldats des colonies, parce que regardez, l'étoile se trouve en fait juste à côté de 3 de ces soldats. Donc, vous avez tout d'abord le tirailleur algérien et tunisien. Alors, je vais zoomer parce que vous avez un élément d'équipement que l'on retrouve aussi sur le tableau qui est la chéchia. Alors, très voyante, comme le képi qui est parfois rouge également. Vous avez le boléro, si on descend un peu. Le boléro qui est également en laine, comme la vareuse. Alors ça d'ailleurs, la laine, c'est assez particulier pour l'été également. Ça fait partie des conditions délicates de ces soldats du début de la Grande Guerre. Et puis vous avez le sarouel également. Derrière, donc je vais vous montrer le tirailleur, lui, marocain. Alors lui, pour le coup, il a un tissu qui est quand même un peu moins épais que le tirailleur algérien ou tunisien. Plutôt de couleur marron. Par contre, on a ce rappel rouge à la ceinture. Et puis alors, peut-être que vous le voyez derrière son bras, vous avez par contre un équipement qui est différent du fantassin français. C'est une gourde, alors en France on l'appelle le bidon, et celle-ci, elle peut contenir 2 litres d'eau, ce qui est intéressant. Imaginez bien que l'état-major va finir par fournir ce genre de bidon de 2 litres et non d'1 litre, ce qu'ils ont normalement, à tous les soldats de l'armée française, parce que les combats se modifiant en cours de la guerre, on a de plus en plus besoin d'eau potable. Et si l'on remonte, vous avez le chèche sur la tête avec au centre la chéchia. Et enfin, à l'arrière, vous avez le spahi, le cavalier. Alors, le cavalier qui est quand même assez impressionnant, il a également le boléro rouge, le sarouel bleu, mais surtout il a sa cape à l'arrière. Et ça, il faut imaginer qu'une fois que la cape est mise et portée, c'est elle qui sera le plus impressionnant. Alors, la cavalerie française, avant 1914, est quand même relativement réputée. Sauf que, face à l'artillerie, la cavalerie ne sera pas aussi efficace. Donc, on va leur allouer d'autres missions. Oula, hop. Je reviens en arrière. Voilà, je voulais vous montrer cette carte postale. Vous avez donc les spahis ici, qui sont chargés notamment d'encadrer les prisonniers allemands. Voilà, donc vous pouvez voir à quel point ils sont impressionnants sur leurs chevaux. Alors à partir de septembre 1914, on va trouver une solution pour se protéger face aux tirs d'artillerie. Et donc, on va demander aux soldats de creuser, d'apporter du nouveau matériel, notamment, et ils vont creuser ce qu'on va appeler les tranchées. C'est la seule solution pour se protéger face aux nouveaux tirs d'artillerie. Et vous pouvez les voir s'affairer. Alors, si vous entendez parfois des petits bruits, c'est normal, c'est parce qu'on avance dans le musée. Donc, même s'il est vide, vous avez toujours le son, notamment du musée, et puis mon appareil aussi, que je suis obligée d'avancer pour que vous puissiez tout découvrir. Voilà, vous pouvez voir aussi qu'ils vont s'organiser différemment, ces soldats, évidemment. Jusque-là, on était dans une guerre qu'on a appelée une guerre de mouvement, et là, on se retrouve dans une guerre où on va rester sur les positions, et surtout, on va devoir les défendre, ces positions. Et justement, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'on va aller découvrir les prochaines œuvres d'Henri Londier dans nos collections. Et vous pourrez voir qu'il va aussi traiter de ce sujet-là. Alors, vous en avez 3 sur le fond. Je vais arriver sur l'écran pour vous les présenter. Alors ici, on se retrouve dans une salle où tout est très horizontal. Les objets de nos collections sont présentés dans des vitrines, comme ils ont été retrouvés en fait. Dans les tranchées par exemple, lorsqu'on les a déterrés,
ce sont des objets qui ont appartenu aux soldats. Ici, vous avez d'abord le poilu dans sa tranchée. Alors là, Henri Landier a vraiment représenté le poilu dans sa tranchée. Et d'ailleurs, il faut savoir que ça, c'est une toile qu'on a le plaisir d'accueillir désormais dans nos collections, puisque c'est un don qui nous a été fait dans le cadre du partenariat avec l'atelier d'art Le Pic et Jean-François Camin, à qui appartenait donc cette toile et qui nous en fait don également. Et donc, on les en remercie. Vous avez également la toile qui est ici, qui est le trio fraternel, et vous avez également la fraternité au front. Alors nous, on va plutôt aller vers cette toile-là, je voudrais vous en parler plus précisément. Si peut-être on peut faire un zoom dessus. Alors en tout cas, pour vous expliquer cette toile, donc, on va parler de la fraternité au front. Comme je vous le disais, l'humain reste un sujet important pour Henri Landier. Ici, il va représenter la fraternité qui s'oppose à la déshumanisation de la Première Guerre mondiale. Et oui, parce que, en fait, le problème de cette guerre industrielle, c'est que finalement, parfois, on oublie un peu l'être humain derrière. D'ailleurs, parfois, c'est quelque chose qui arrange un peu l'état-major aussi, puisque dans les tranchées, on ne voit pas contre qui on se bat. Et c'est beaucoup plus facile de se battre contre un ennemi face auquel on n'est pas vraiment. Malgré tout, la fraternité existe. On a pu le voir dans le trio fraternel, on le voit ici dans la fraternité au front. Ces deux soldats s'épaulent entre eux. Alors il faut savoir qu'en plus, surtout au début de la guerre, les soldats vont partir ensemble du même village par exemple. Donc la fraternité est là. Imaginez qu'en plus, la fraternité fait déjà partie d'une devise de la France parce que la France est déjà une république. D'ailleurs, regardez ce ciel, vous avez des couleurs qui nous font largement penser au drapeau français, comme pour appuyer cette fraternité. En même temps, ça rend l'ambiance de tout ça un peu inquiétant. Ça, c'est pour représenter aussi l'ambiance dans laquelle se trouvent les soldats. Imaginez que contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne vont pas se battre en permanence. Ils vont avoir des longs moments où il n'y a pas de bataille, où il faut donc s'occuper l'esprit pour ne pas avoir le cafard. En effet, ils sont dans l'angoisse en permanence de mourir dans la prochaine bataille. Ils ne voient pas forcément leur famille très souvent. Imaginez qu'il faut attendre déjà 1915 pour que la permission soit vraiment mise en place. Et ce n'est quand même pas évident pour aller retourner voir ses proches. Donc, il faut s'occuper l'esprit. Il faut rester solidaire aussi pour tenir. Ça nous permet aussi de rester sur cette toile, ça nous permet de comprendre un peu plus le processus de création d'Henri Landier. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier, ça c'est très important. Henri Landier, c'est avant tout un graveur. Et le trait, pour les graveurs, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que lorsque l'on va par exemple graver du bois ou graver une pièce de métal, on va utiliser ces traits. Et c'est d'ailleurs la première chose par laquelle il commence, les contours. Ensuite, il appose la couleur. On peut voir également qu'il utilise ces hachures. Alors ça permet de jouer sur la couleur, pour les graveurs notamment. Mais regardez, ça nous insuffle un mouvement également, qui participe à cette ambiance un peu troublée de la toile. Alors, à la Première Guerre mondiale, les soldats sont obligés de partir à la guerre pour défendre leur pays. Ce n'est pas une armée de métier. Donc ils ont un métier chez eux. Et bien souvent, ce sont des artisans. Ça tombe bien parce qu'on vient de parler de la gravure. Et je vais vous montrer quelques objets qu'on a la chance d'avoir ici dans cette pièce, juste à côté. Alors tout en dézoomant un peu parce que sinon vous ne verrez pas grand-chose. Mais voilà. Alors si on va juste à côté, voilà, vous voyez des instruments. Alors il y a par exemple des luthiers qui vont fabriquer des instruments avec tout ce qu'ils vont trouver. C'est vraiment de la débrouille. Vous avez un instrument fait avec un bidon. Vous avez également un instrument fait avec un casque. Et pour revenir à la gravure, juste à côté, je vous montre des douilles d'obus. Alors, la douille d'obus, c'est vraiment la partie qui reste sur place lorsque l'obus est propulsé du canon. Et donc, ça fait beaucoup de pollution sur le champ de bataille parce qu'il y en a partout, il y en a des tonnes. Et donc, les soldats vont, eux, les récupérer. Et lorsqu'ils seront à l'arrière, soit dans des tranchées secondaires, soit vraiment à l'arrière dans le cantonnement, ils vont pouvoir les sculpter, ils vont pouvoir les graver, ces douilles d'obus. Et alors,
c'est intéressant parce qu'ils les envoient à leur famille en présent, comme pour marquer un peu leur présence. Ils pensent aussi de toute façon à leur vie d'avant, lorsqu'ils sont en repos, et à leur métier d'avant. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez retrouvé dans votre famille, chez vos parents, chez vos grands-parents, parce que c'est une pièce qui a traversé le temps, les époques, même si parfois on ne sait plus vraiment ce que c'est en fait. Voilà, ça vient de là. Vous avez également des balles qui ont été transformées en petits avions. Vous avez aussi les cannes pour les aider à marcher. Et je vais donc avancer puisque on va aller dans la salle juste à côté, vraiment juste à côté. On parle du même thème. Et vous avez notamment ici des objets qui traitent de la nourriture du soldat de la Grande Guerre. Et je vous emmène découvrir un soldat à partir de 1916, je dirais, parce que c'est à partir de 1916 qu'ils ont à peu près tous leur tenue qui change complètement, le temps de réussir à leur fournir ce qu'il faut. Et je vous présente notre mascotte, en quelque sorte. Je vous présente Léon. Alors, Léon, en fait, il porte le casque Adrien, qui est très intéressant parce que, effectivement, c'est une pièce de métal qui va protéger la tête. La plupart des blessures graves, de toute façon, se font à la tête. Donc, c'est vraiment la première pièce d'équipement qu'il faut impérativement changer. Vous avez également la vareuse bleue horizon et puis le pantalon. On va changer le pantalon rouge Garance et on va également récupérer cette couleur bleu horizon. Pièce autrement très importante, vous avez les bandes moltières qui vont protéger les soldats, notamment de la boue. Voilà. Si je vous montre ce soldat, c'est tout simplement parce qu'on va les croiser avec cet équipement-là dans les prochaines toiles d'Henri Landier. Et je vous emmène pour continuer dans la pièce de derrière, où vraiment, là, on a des toiles consacrées aux grandes batailles. Alors là, il a peint cette toile pour la bataille de la Somme. Vous pouvez voir une partie de la scène dans les rues. Vous avez également ici la charge à Douaumont. Et on voit ces très grands soldats au premier plan. Mais on ne va pas s'arrêter sur ces deux-là, parce que juste derrière, vous voyez qu'on a d'autres toiles qui représentent également des scènes de soldats dans les tranchées, mais on va s'arrêter sur cette toile-là. Juste le temps que je vous la mette à l'écran. Ici, et j'arrive pour vous l'expliquer. Alors, ici, on est devant une toile qui s'appelle l'assaut en Argonne. Alors, dans toutes les grandes batailles que Henri Landier a dépeint, vous avez les mêmes principes. Comme vous l'avez vu sur la toile précédente, on va avoir des soldats qui sont disproportionnels au décor. Et pourtant, ils s'y fondent totalement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu dans la toile, dans la salle d'avant, avec la fraternité au front, normalement, les traits bien marqués d'Henri Landier permettent de démarquer justement chaque espace sur la toile. On peut également voir les ombres, les lumières, c'est assez marqué pour ça et aussi. Alors qu'ici, en fait, il a généré la confusion grâce à ces traits. Et ça, c'est un chaos qui règne lors des batailles. D'ailleurs, si vous remarquez, sur les côtés, on a ce hors-champ qui est bien présent. Ça veut dire, ça nous montre bien que nous sommes des témoins d'une petite partie de la scène terrible qui est en train de se dérouler devant nous. Alors, d'une part, les soldats se fondent au décor, et pourtant, on les voit bien. Par contre, ils se fondent aussi entre eux. Je m'explique. Vous avez les soldats vivants, les soldats qui partent au combat. Là, ils sont sur le No Man's Land, c'est le champ de bataille entre les deux tranchées ennemies.
Et pour autant, vous avez également ces soldats qui vont à la bataille, qui se mêlent en fait aux cadavres présents sur le No Man's Land. D'ailleurs, si vous regardez bien, notre œil est également attiré vers le haut de la toile, où on peut très bien voir que le décor aussi est complètement décimé. Il faut bien s'imaginer que la mort y est très présente, que ce soit pour les êtres vivants ou pour les végétaux, c'est la même chose. Plus rien ne pousse sur ce No Man's Land. Et c'est ça qui est terrible, c'est parce que pendant la Première Guerre mondiale, les vivants s'enterrent pour se protéger, pendant que les morts se retrouvent sur le No Man's Land. On n'a pas forcément tout le temps à les récupérer, ces morts, par exemple. Vous avez également des touches de couleur et qui permettent de nous montrer un chien. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, dans le bas de cette toile, vous l'avez juste là. Alors, les chiens, par exemple, vont être très importants pour aller chasser les rats, pour aller chercher des blessés enfouis par les obus qui ont explosé, qui ont retourné la terre. On va les employer pour plusieurs choses. Les animaux sont employés en tant qu'alliés. Par exemple, la brigade russe a emmené un ours avec eux, Mishka, qui s'est battu à leur côté. Et si je vous raconte ça, c'est parce que, en fait, on va parler notamment d'animaux sur la prochaine toile, et de leur importance, évidemment, avec ces soldats. Donc, pour vous emmener à la prochaine toile, je vous ai quand même préparé des images. Vous avez des images des tranchées et de leurs conditions de vie dans les tranchées. Ça, c'est assez d'ailleurs problématique parce que la tranchée, elle est très souvent peu profonde, elle est très étroite. Ils sont obligés de vivre dans ces tranchées donc à ciel ouvert. Alors là, vous voyez, ils ont installé des systèmes de rails. Parfois, ils peuvent marcher comme ça, mais vous avez également ces soldats qui parfois vont être complètement embourbés. La boue peut leur arriver complètement jusqu'aux genoux. Ça en fait des conditions de vie extrêmement compliquées au quotidien, tout ça. Et je vous installe devant d'autres toiles d'Henri Landier. Alors, juste le temps que je me mette à côté pour vous raconter ce qu'elle raconte, justement. Alors, vous avez le corbeau juste ici, et puis vous avez l'oiseau de proie. Alors, il a utilisé assez souvent ce symbole, Henri Landier, le corbeau. Tout simplement parce que c'est un symbole très important pour un ami à lui qui l'a beaucoup marqué. Parce que Henri Landier était ami avec Pierre Mac-Orlan, célèbre écrivain et poète, avec qui il a partagé des souvenirs de la Grande Guerre. Oui, parce que Pierre Mac-Orlan a vécu la Grande Guerre. Et vous pouvez voir sur ce tableau un corbeau et un soldat, ici également. Et d'ailleurs, si on s'attarde sur le corbeau, on se rend compte qu'il est complètement disproportionnel par rapport au soldat. Alors, quand je vous disais qu'Henri Landier aime à composer ses toiles, là on a de nouveau cette disproportion qui est complètement volontaire et qui nous montre quelque chose. C'est-à-dire que si on s'attarde sur cette scène, on peut voir que le corbeau s'attaque en fait aux soldats. Alors pourquoi les corbeaux ont marqué les soldats de la Grande Guerre ? Parce qu'en fait, ils allaient jouer leur rôle de carnassier, nettoyer en quelque sorte le champ de bataille. Et c'est terrible parce qu'ils emportaient très souvent les yeux des soldats. Alors, c'est marquant parce que imaginez que même pour les blessures des gueules cassées, les soldats qui sont blessés gravement au visage, c'est très difficile de pouvoir regarder une gueule cassée qui a une blessure grave aux yeux et qui parfois n'a plus son œil. Et quand il n'y a plus d'yeux, il n'y a rien à la place. C'est pour ça qu'ils en ont fait des cauchemars de ces cadavres sans yeux sur le No Man's Land. Le corbeau ici, normalement, il est beaucoup plus petit que le soldat, mais il est vraiment proportionnel au traumatisme qu'ont vécu tous les soldats, dont Pierre Mac-Orlan. Et c'est donc comme ça que les a imaginés Henri Landier. En plus, on a de nouveau un contraste de couleurs qui est très marqué. Vous avez de nouveau un fond assez jaune. Alors le jaune, comme le rouge, le orange, ça fait partie des couleurs chaudes. Mais vous avez aussi ces couleurs froides au premier plan, le bleu, le gris. Alors
notamment parce que le soldat est habillé effectivement en bleu, mais même le corbeau a ses reflets bleus et gris. Alors ça ajoute ce contraste à l'aspect dramatique de la scène, tout simplement. En fait, ce carnassier devient complètement un prédateur qui incarne la mort en portant les soldats en dehors du champ de bataille. Alors, si on regarde donc ces deux toiles, vous voyez qu'il les a peints, les corbeaux, plusieurs fois. Mais en partant sur le côté, vous pouvez aussi découvrir d'autres types de toiles. Alors ici, vous avez plutôt des dessins au fusain. Vous avez notamment à gauche de l'image la curée des corbeaux et puis à droite le corbeau survolant le champ de bataille. Le témoignage que lui a apporté Pierre Macorlan a été extrêmement important pour l'œuvre d'Henri Landier tout au long de sa création de la Grande Guerre. D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait aussi de ce qu'il a pu nous dire sur Pierre Macorlan parce que c'était aussi une amitié très très importante. C'est parce que Pierre Macorlan, et je vous laisse. Nous avions 50 ans de différence, exactement. Je l'ai connu, j'avais 25 ans et lui en avait 75. Et ça a été vraiment une amitié profonde. Je l'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, j'ai même illustré son dernier livre, Les chansons de la vieille lanterne, où il y a 2 ou 3 poèmes sur la guerre de 14. Bon, mais c'est rare. Moi, je demande des fois ici, ou quand j'ai fait l'exposition des chansons de la vieille lanterne, à des gens de 40 ans, oh, Macorlan, ils savent peut-être le Quai des Brumes, parce que Marcel Carnet l'a mis au cinéma. C'est à peu près tout. C'est un très très grand écrivain, très très grand. Et pour vous dire, là, il est arrivé à un vernissage, c'était pas cette fois-ci, c'était l'autre. Il y avait Dominique Lebrun qui a écrit. Dominique Lebrun, c'est un écrivain de la mer. Et on s'est retrouvé un jour au musée de Saint-Cyr-sur-Morin à une exposition de Macorlan où j'exposais ce que j'avais fait sur Pierre Macorlan. Et Dominique, on est toujours amis, il vient à chaque vernissage. Et à un moment, Dominique dit, mais en fait, Henri, t'as lu les Brest de Pierre Macorlan? Bien sûr, c'est pas un gros livre, un livre de 120 pages à peu près, mais c'est magnifique parce que tout y est, la pluie dans la rue de Chiam, les sirènes, le Recouvrance, ce village de pêcheurs, tout y est, quoi. Et il me dit, sais-tu combien de temps Pierre Macorlan a passé à Brest? J'ai dit, écoute, si j'en crois le livre, au moins 1 an. 4 jours. Il a passé 4 jours. Il avait été envoyé par son journal, L'Intransigeant, pour faire un reportage sur Brest. 4 jours. Et il avait tout vu. Tout. Alors vous vous rendez compte que la guerre de 14, racontée par Pierre Macorlan, c'était magnifique. Je ne pouvais pas ne pas faire quelque chose. C'était même un peintre débutant aurait fait quelque chose, mais un couillon, n'importe lequel, aurait fait quand même quelque chose avec tout ce qu'il m'a raconté. Mais vous voyez, c'est vraiment des choses qui ont... Tout est vécu, il n'y a pas... C'est pas du roman, ce que j'ai entendu, c'était vraiment sa vie à lui. Et après ce nouveau témoignage d'Henri Landier, je vous retrouve désormais devant une autre de ses œuvres qui s'appelle Les Cyprès Flammes ou Les Cyprès Bleus d'Auprède. Alors, la ville qui l'a inspiré pour ce tableau. En fait, nous avons commencé par un hommage dans cette visite et nous allons terminer par un autre hommage. Oui, parce que l'humain étant au cœur des préoccupations d'Henri Landier, l'hommage l'est aussi, évidemment. Alors d'ailleurs, l'hommage à la Première Guerre mondiale, c'est important encore aujourd'hui, mais ça l'a été dès le début de la Première Guerre mondiale. Imaginez que l'on ne va pas attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour honorer ces soldats, leur rendre hommage, par exemple avec des constructions de monuments. D'ailleurs, dès septembre 1914, après la première bataille de la Marne, on va ériger des monuments sur les routes ou dans les villages
Donc ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, imaginez qu'en 1918, la commande la plus importante en France, c'est le monument aux morts. Alors on retrouve souvent des symboles de poilus qui sont sur ces monuments. Vous avez de simples stèles. Vous avez aussi la Marianne qui est beaucoup représentée. Très souvent la patrie pleure ses soldats morts au combat, comme la Marianne de Fuveau, que Henri Landier a également peint. Alors, ici, il a décidé de cadrer ce cimetière avec ces cyprès qui partent du cimetière. Alors ce cadrage est important. Pourquoi ? Parce que si on s'attarde un peu, on peut voir que notre regard finalement est porté vers le haut du tableau. En fait, il élance notre regard vers le ciel, plus que sur les tombes qui sont présentes sur le tableau. D'ailleurs, ça nous permet de ne pas nous attarder sur un soldat ou un autre en particulier. On rend vraiment hommage à tous les soldats sur ce tableau. Et si on compare aux œuvres que l'on a vues précédemment avec des traits beaucoup plus hachurés, beaucoup moins simples, là, on se rend compte qu'il a tenté de composer quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant. Et ça fonctionne bien, regardez, on a presque l'impression d'avoir un simple mouvement. Un mouvement très intéressant parce qu'on le voit, mais on l'entendrait presque. On entendrait presque le vent souffler à travers les arbres. D'ailleurs, on a ces couleurs de nouveau très froides qui nous montrent bien l'importance de la scène. Alors, ce sentiment d'apaisement que nous procure le son du vent à travers les arbres nous permet de comprendre l'apaisement que l'on a pu ressentir après la Grande Guerre, après la tempête, enfin le calme après la tempête que fut la Grande Guerre. Ainsi, grâce à ces différents hommages, différents témoignages, les soldats peuvent reposer en paix. Alors, avant de conclure la visite, je vais vous laisser un petit temps pour poser vos questions. On va juste aller dans un endroit un tout petit peu plus éclairé où vous pourrez voir d'autres toiles d'Henri Landier juste à côté. Hop, je vous emmène de nouveau. Là, vous traversez le couloir vers la fin du musée. Et donc peut-être que vous l'apercevez déjà. De nombreux symboles vont nous permettre de rendre hommage toujours à ces soldats et vous avez notamment le bleuet ainsi que le coquelicot. Voilà. Et je vais me positionner juste là en attendant de connaître vos questions, voir si je peux y répondre. Alors, oui, nous avons reçu, Maud, quelques questions par message. La première, jusque quand les œuvres d'Henri Landier vont-elles être présentées ? Alors ça, très bonne question. D'ailleurs, j'allais vous en parler, évidemment. Nous avons d'ores et déjà prolongé l'exposition d'Henri Landier jusqu'au 5 avril 2021. Donc vous pourrez venir les voir. Alors on espère le plus vite possible. On sera heureux de vous accueillir pour les voir. Et alors, en plus de ça, j'ai amené ça avec moi, je voulais vous le présenter. C'est un livret que la médiation a prévu pour vous aider à visiter, à visiter les collections permanentes du musée, tout en découvrant au fil de ces collections les œuvres d'Henri Landier. Donc voilà, vous avez des choses supplémentaires sur Henri Landier. Vous avez également certaines œuvres représentées et vous avez également un plan pour vous aider et suivre le parcours. Alors justement, par rapport à ce petit livret, il y avait une question sur un support de visite pour les enfants et s'il y en a un, à partir de quel âge en fait cette exposition est-elle accessible ? Alors en fait, on n'a pas de support pour enfants en particulier puisqu'elle est accessible pour tous. Justement, ce livret, on l'a pensé pour que tout le monde puisse le découvrir, puisque de toute façon, vous avez pu voir des témoignages aujourd'hui lors de cette visite, mais vous avez des symboles très forts qui sont repris. Surtout que vous pouvez donc voir et découvrir les collections du musée en lien avec ces toiles dans toutes les salles. Et ça, c'était important dans la démarche que l'on avait de présenter ces toiles d'Henri Landier au sein même des collections. Parce qu'ils sont toujours en écho avec ce que l'on vous présente d'habitude. Merci. Alors, une autre question. Le musée de Saint-Cyr-sur-Morin a-t-il des œuvres d'Henri Landier ? Alors, très bonne question également. J'allais aussi vous parler de ça, mais c'est très bien, on va le faire maintenant. Alors, sachez qu'avec
un ticket d'entrée au musée de la Grande Guerre, vous pouvez aller visiter le musée départemental de Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin pour découvrir l'exposition Voyage en couleurs qui parle de Pierre Macorlan et vous pouvez le visiter à tarif réduit. Et vice-versa, hein, si vous allez d'abord à Saint-Cyr-sur-Morin, vous pourrez venir ici avec un tarif réduit. C'est la même chose dans les deux sens. C'est un partenariat en fait que l'on a hein, dans le cadre de ces deux expositions sur Henri Landier et sur Pierre Macorlan. Alors, une question encore à propos du livret, une question de Pascal. Est-ce que le livret va être disponible en ligne? Parce qu'on a peur de ne pas pouvoir venir jusqu'à Meaux pour découvrir l'exposition. Mais écoutez, c'est une très bonne idée, pourquoi pas. On pourra toujours le mettre en ligne. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce qu'on espère que, bien sûr, on pourra rouvrir très vite et que vous pourrez venir les voir de vous-même. C'est toujours mieux, évidemment, de les découvrir en vrai. Hein. Mais pourquoi pas? C'est une de vos demandes qui est tout à fait pertinente et on pourra le faire. Alors, il y a une personne qui n'était pas tout de suite là au début de votre visite. Maud, est-ce que vous pourriez juste faire un petit rappel à propos des Barthélemy et de l'hommage d'Henri Landier? Oui, alors oui, on peut. L'hommage est très important pour Henri Landier, comme on vient de l'évoquer, et l'exposition commence avec des œuvres emblématiques qui sont Requiem pour les Barthélemy. D'ailleurs, c'est ce nom qui a été donné à l'exposition temporaire au musée de la Grande Guerre. Les Barthélemy, ce sont donc 11 Barthélemy qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale et qui sont donc aujourd'hui gravés sur la stèle de la ville de Fuveau. C'est en découvrant ces noms sur le monument aux morts de Fuveau qu'Henri Landier a décidé de leur rendre hommage en réalisant leur portrait. On nous demande également si votre visite, Maud, sera encore disponible sur la page Facebook du musée. Tout à fait. D'ailleurs, vous pourrez retrouver tout ce qu'on s'est dit sur le Requiem pour les Barthélemy et tout le reste sur la page du musée de la Grande Guerre, puisque malgré que nous soyons en direct, vous pourrez tout à fait retrouver tout ce qui s'est passé, toutes les visites depuis notre début de programmation du musée dans votre canapé, pardon. Bien que je me sois retrouvée aussi dans la chaise au début de la visite, hein, mais dans votre canapé, vous pourrez revisionner tout ce qu'on a fait depuis le début. Hein. Alors, il y a une dernière question. Est-ce que l'artiste Henri Landier produit encore des œuvres inspirées de la Grande Guerre? Tout à fait, et ça me permet de vous dire la troisième chose qu'il me restait à vous dire. C'est-à-dire que si vous avez des questions, si vous vous intéressez aux œuvres d'Henri Landier, vous pouvez tout à fait contacter l'atelier d'art Le Pic, rue Le Pic, à Montmartre, à Paris. Henri Landier continue de peindre. Alors aujourd'hui, il fait beaucoup de peinture, mais il a aussi beaucoup gravé. Hein. C'est avant tout un graveur. Alors, encore une dernière question de Raphaël qui souhaiterait savoir comment on peut exposer des œuvres de collection privée au musée. D'accord. Alors, ça, tout simplement, ça dépend des expositions en cours ou prévues. Ça se fait avec notre service de la conservation. Donc, on peut tout à fait leur poser la question. Vous pouvez leur envoyer un mail, d'ailleurs, hein, et ils vous répondront beaucoup mieux que moi, d'ailleurs, puisque c'est eux qui gèrent tout ça. Hein. Il n'y a pas d'autres questions, Maud? Super. Alors, si j'ai pu répondre à toutes vos questions, c'est super. Donc, comme j'ai pu déjà vous le dire, mais je vais vous le redire, hein, on espère bientôt pouvoir vous accueillir pour que vous puissiez voir tout ça de vos propres yeux, évidemment. Ça a été en tout cas un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Et voilà, et je vous retrouverai bientôt avec... encore une fois, avec un plaisir partagé. Et puis je vous souhaite une bonne fin de dimanche. À bientôt.